L'histoire de Dadis, elle commence le 29 décembre 1964 dans une case de la Guinée forestière située en République de Guinée. Sa mère, Toga Christine Kone, elle vit essentiellement du commerce. Son papa, Mamadi Koulé Kamara, est chauffeur et est descendant des premières familles islamisées en Guinée forestière. Son papa, il était réputé très généreux. D'ailleurs, une anecdote que j'ai trouvée que ça va vous intéresser, c'est que son papa privait souvent la famille Dadis pour donner de la nourriture aux autres personnes. Alors c'est dans cette valeur de modestie, d'empathie et de sympathie que Dadis sera élevé. Moussa Dadis Kamara grandira à Konou, situé à Manengoli. Pour ceux qui ne savent pas, Manengoli, ça veut dire chez les Malinké. Les Malinké sont des peuples qui vivent en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Guinée. Alors il faut savoir que Dadis était très populaire dès son enfance. Dès qu'il se déplaçait, c'est tous les quartiers qui se déplaçaient derrière eux. Mais les gamins avaient un seul totem, c'était de faire du mal à ses proches. D'ailleurs, son oncle rappellera plus tard que dès qu'on fait un seul mal à l'un de ses proches, tout ce qui lui passait par la tête, il faisait à la personne. Oui, Dadis ne s'amuse pas lorsqu'on fait du mal à ses proches. Dadis, il n'a pas eu une enfance vraiment facile. Lorsqu'il quittait à l'école, direction, c'était au marché pour assister son oncle dans la vente des colas. Un enfant très brillant à l'école, un enfant très sage, respectueux des personnes de tous arts. C'est comme ça que se résume l'enfance de Moussa Dadis Kamara. Nous sommes en 1984. Dadis, il est grand et il a décroché le baccalauréat. Il est admis à l'université Gamal Abdel Nasser, qui est la plus prestigieuse université du pays. C'est dans cette situation que Dadis va débarquer à Conakry, direction Gamal pour les études d'économie. En 1989, il décroche la licence en économie. Mais bien avant, parlons de sa vie à l'université. Rappelez-vous, Moussa Dadis Kamara était un enfant très populaire. Il est également très brillant à l'école, ce qui lui valut le titre d'être réputé chouchou de ses professeurs, mais aussi de tous ses collègues. C'est finalement donc grâce à ces derniers statuts que Moussa Dadis Kamara sera le lien entre les universités, mais aussi les politiciens voulant passer des messages aux universitaires. Vous vous demandez sûrement c'est quel message, ne vous inquiétez pas, je vous explique. Lansana Conté, il dirige la Guinée depuis la mort du premier président Ahmed Sékou Touré en 1984. Ahmed Sékou Touré, lui aussi, il a dirigé la Guinée de 1958 à 1984. Alors créant ce qu'ils appellent la récidive de la dictature, les politiciens ne vont pas tarder à s'opposer désormais, car dès 1984, on décrète la liberté. Les partis politiques sont rapidement créés. Mais comme la population était à majorité analphabète, il fallait donc passer par tous les moyens pour pouvoir toucher la population. D'où est née l'idée de passer par les universitaires qui sont plus aptes à recevoir les messages et qui sont plus compréhensibles. Et Moussa Dadis Kamara devait servir de lien entre les universitaires d'une part et les politiciens d'autre part, mais d'autre part également entre la population et les universitaires. Alors vous l'avez bien remarqué, le jeune Moussa Dadis Kamara commence à prendre des ailes dès la jeunesse. Par ailleurs, deux grandes personnalités vont changer le cours de l'histoire de Dadis. Il sera influencé par Blaise Compaoré, ancien président de la République du Burkina Faso, mais aussi de Zéry Rawlings, le grand révolutionnaire ghanéen de tous les temps. Il y en a forcément des gens qui se demandent pourquoi est-ce que Dadis serait influencé par Blaise Compaoré, qui pourtant a assassiné son ami Thomas Sankara, figure emblématique de la révolution burkinabé, mais aussi africaine. Je vous explique. Cette étiquette de traite sur la personne de Blaise Compaoré n'est qu'une négative parmi tant de positives. Blaise Compaoré figure parmi les plus grands conciliateurs de tous les temps dans l'histoire africaine. Hormis son parcours atypique de capitaine, comme le sera plus tard Moussa Dadis Kamara, il possède une expérience atypique que peu de chefs d'État peuvent se targuer à le comparer en matière de résolution et de paix entre les différentes nations ou à l'intérieur d'une nation. Il a joué un rôle de premier plan dans la résolution de plusieurs conflits entre plusieurs États. À titre d'exemple, il a été le facilitateur entre le conflit qui a miné le Mali et le Niger en 1991, au Tchad en 2003, au Togo, en Côte d'Ivoire entre 2008 et 2010, en Guinée entre 2008 et 2009, à l'Érythrée en Centrafrique. Il a participé à la levée de l'embargo sur le président Mohamed Kadhafi en 1998. Bref, pour ne citer que celui-là, Blaise Compaoré faisait partie des personnalités les plus influentes de l'Afrique à l'époque. Donc voilà pourquoi Moussa Dadis Kamara a été influencé par ce jeune président. De même, Zéry Rawlings est le militaire qui a mené les coups d'État successifs ayant enlevé Fred en 1979 et Liman en 1981 à la tête du Ghana.
Il les accusait d'être corrompus par l'Occident. Il accède alors à la magistrature suprême de son pays et dirige son pays vers la démocratie. Il lutte contre l'inflation, la corruption et la gabegie financière. Et désormais, son pays fait partie des pays les plus développés de l'Afrique. Voilà pourquoi Dadis sera influencé par ces deux plus grandes personnalités. Il n'a plus rien à perdre. Il doit prendre la tenue. Dès lors, Moussa Dadis Camara intègre l'armée. Alors il va faire sa formation commune de base à Kindia, à 137 km de la capitale Conakry. Mais étant un visionnaire, il sait que s'il doit gravir les échelons, il doit se former. C'est indéniable. Tenté par la perfection, il saute dans un avion, direction l'Europe, direction Allemagne. Il va suivre les cours d'officier à l'université de Dresde. À l'université Neuer-Lübeck, il obtient un brevet de chef de section en section à Brême. Il intègre par la suite une brigade franco-allemande et se retrouve en Guinée en 1999. Mais dans les années 1999-2000, vous vous rappelez, la Sierra Leone est menée par une violence sans fin. Amputation des mains, des jambes, voire même les coups. Donc très rapidement, Moussa Dadis Camara sera repéré par les Nations Unies. Alors il sera intendant au sein des forces des Nations Unies pour la Sierra Leone. Il jouera alors un rôle très important dans la lutte et le maintien de la paix dans ces pays. Mais Dadis ne durera pas dans ses services parce qu'à un moment donné, son pays aura besoin de ses services. Il rentre en Guinée alors en 2001 et occupe le poste d'intendant général à la direction des licences. Mais très rapidement, Dadis constate le laisser-aller dans l'administration pour sa première expérience. Il constate la gabegie financière, il constate ce qu'on appelle les détournements des deniers publics, ce qui va lui faire mal au cœur. Rappelez-vous, il a été élevé dans les valeurs de sincérité, d'honnêteté, d'empathie. Pire, il découvre que la lutte contre la drogue est inexistante, ce qui fait que la drogue gangrène le pays dans un retard considérable dans un pays dirigé par Lansana Conté qui est fatigué et qui n'a plus de contrôle sur son état. Ça en est trop. Moussa Dadis Camara désire changer cette situation ou du moins lutter contre tous ces fléaux. Pour cela, il doit accéder à la magistrature suprême du pays. Et cela ne s'improvise pas, mais ça se prépare. Il sait pertinemment que dans 10 ans, le doyen ne sera plus de ce monde. Il doit se préparer pour mériter sa succession. C'est ainsi qu'il repart en 2004 pour suivre des études de capitainerie à l'école d'Hambourg. Il suit également des cours en troupes aéroportées et sort parachutiste commando avec des Belges et des Américains. À son retour au Bercail, Moussa Dadis Camara occupe le poste d'intendant général dans la direction essence des forces armées entre 2005 et 2007. Mais Moussa Dadis Camara, vous le savez, c'est un ambitieux. Il est passionné, il est un mordu. C'est pourquoi il va gravir rapidement des échelons. Il va se retrouver à la tête de l'essence et des lubrifiants en 2007. Moussa Dadis Camara, c'est un homme qui recherche, il faut l'avouer, de la perfection. Car il veut briser toutes les résistances qui peuvent se dresser sur son chemin. C'est pourquoi il va suivre, parallèlement à ses fonctions, des cours d'officier à l'école militaire interarmée, brisant ainsi toute concurrence à son égard. Dadis est une machine à travail, oui, les mots sont bien pesés. Mais 3 événements vont changer et bouleverser les cours de l'histoire. D'abord, dès son arrivée en 2007 de l'Allemagne, Moussa Dadis Camara est accusé de vouloir renverser le président. Il est alors emprisonné, mais ne durera pas en prison, puis il est renvoyé, libéré à l'état-major. En restant à l'état-major, un autre événement est déclenché, la grève de 2007. Les syndicats, les sociétés civiles, les partis politiques rentrent en grève. Ils réclament au président Lansana Conté d'avoir libéré délibérément des personnes accusées de fraude, dont Mamadou Sylla. Les manifestants sont violemment réprimés. La manifestation et les confrontations entre les différentes forces de l'ordre, les forces de sécurité et la population font 59 morts. Plusieurs personnes sont également blessées. Dans cette situation, les militaires réclament à Dadis de prendre le pouvoir. Mais Dadis, il s'abstient. Le mois suivant, en février 2007, une autre manifestation éclate. Les manifestants réclament pour la première fois le départ du président Lansana Conté, l'accusant d'avoir abusé de son autorité. Pour le moment, le président Lansana Conté, avec son groupe, avec son clan, ils n'ont qu'à quitter au pouvoir. Encore une fois, les manifestants sont violemment réprimés. Plusieurs personnes sont mortes dans ces manifestations, d'autres sont arbitrairement arrêtées. L'ONU et les organisations internationales mettent la pression sur le président Lansana Conté de libérer immédiatement les personnes qui sont arrêtées arbitrairement, mais aussi de cesser la violence sur des personnes, des civils non armés. Cette fois-ci,
les manifestants ont gain de cause puisque Lansana Kouyaté est nommé Premier ministre et un gouvernement composé de sociétés civiles est formé. Et demain, un bilan est présenté à la télévision faisant état de plus de 167 morts et plus de 1600 et quelques blessés. Mais c'est un bilan très contesté. Selon plusieurs organisations internationales, les violences ont fait plus de morts que ceux présentés officiellement par le gouvernement. Mais bon, tout cela ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est Dadis durant cette époque. Durant cette manifestation, les manifestants étaient tellement déterminés au point que plusieurs officiers ont pris la fuite. Mais Dadis restant avec sa troupe, ses troupes d'ailleurs le conseillent de prendre le pouvoir, que le moment idéal est venu. D'ailleurs, il soulève la main et dit à ses troupes de le tuer s'il souhaite prendre le pouvoir dans cette situation. Je lève la main. Tuez-moi si vous voulez tuer le général Lansana Conté pour prendre le pouvoir. Une fois de plus, les militaires lui portent allégeance. D'ailleurs, Dadis, il explique à ses conseillers, il explique également à ses militaires qu'ils doivent attendre que le président s'en aille calmement et ce sera le bon moment. Selon lui, le président Lansana Conté ne mérite pas de partir dans l'humiliation. Qu'on soit d'accord là-dessus, même si son objectif était de prendre le pouvoir, mais il n'en demeure pas moins que il voulait à tout prix éviter toute effusion du sang. Alors vous le savez autant que moi, Dadis c'est un détonateur. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va aller avec sa troupe se présenter devant le président et dire en haute et intelligible voix: Monsieur le Président, nous allons tolérer tout de votre vivant. Mais après votre départ, il n'en sera pas question qu'un de vos fils prenne le pouvoir. Cela va lui valoir la prison, mais il ne va pas durer, il va ressortir après. Dadis continue ses préparatifs pour prendre le pouvoir. Il croise des personnes de jour en jour. Jusqu'à un jour, son destin croise les destins de l'homme qui va devenir plus tard son aide de camp, Aboubakar Sidiki Diakité. À l'époque, ce dernier est médecin militaire au service de cardiologie au CHU de la capitale. Mais il a une très grande réputation car il a joué un rôle important dans la lutte contre les rebelles le long de la frontière de la Guinée forestière dans les années 2000. Après cette rencontre historique, les deux lient une amitié et cultivent un amour réciproque et ne se quitteront plus jusqu'au 3 décembre 2009, date à laquelle Toumba Diakité ouvre le feu sur le président Dadis au camp Koundara. On y reviendra. D'autre part, Dadis fera la connaissance de plusieurs autres officiers et militaires stratégiques. On peut citer par exemple Cécile Haba, Marcel Guilafouki, Mathieu Bangoura, le général Sekouba Konaté, Keleti Faro, le général Korka, Begré, ainsi de suite. Il explique également sa vision à ses militaires: prendre le pouvoir sans effusion de sang, lutter contre la corruption, la gabegie financière, l'analphabétisme, les laisser aller dans l'administration et donner le pouvoir aux civils. Et comme par magie, tous ces militaires sont acquis à sa cause. Après alors plusieurs années de manœuvres, le capitaine Moussa Dadis Camara, comme il aime se faire appeler, est prêt à prendre le pouvoir. Mais cependant, une seule occasion est attendue pour rendre cela réel: la mort du président Lansana Conté. Et cette occasion en or. Nous sommes le 22 décembre 2008. Le président Lansana Conté, qui a dirigé la Guinée d'une main de fer et sans partage depuis 24 ans, vient d'y rendre l'âme. Le capitaine Moussa Dadis Camara, alors qu'il cherchait des informations avec le ministre de la Défense pour s'enquérir sur les nouvelles du président, il reçoit un coup de fil l'informant que le président Lansana Conté est mort. Il s'est dit enfin, l'heure a sonné. Alors à ce niveau, il y a plusieurs anecdotes, il y a plusieurs légendes qui se situent autour de cette partie. Je vous explique les trois parties. Une première version, il s'est rendu au camp Alpha Yaya Diallo, alors que le pouvoir était déjà pris par Toto, qui sera finalement le numéro 2 du CNDD. Kegoro, qui faisait des prises de notes. Toumba Diakité et son équipe rentrent dans la salle, enlèvent la feuille sous Kegoro, menacent le président Toto, qui était alors le président par intérim, et essaye de donner le pouvoir à Moussa Dadis Camara. Pour la deuxième version, il n'y avait que Dadis, les officiers généraux, mais aussi la présence de Toumba Diakité. Mais la majeure partie des militaires étant déjà acquis à la cause, les votes sont faits et Moussa Dadis Camara, il est élu. Il arrive à la première place. Derrière lui, Toto, puis le numéro 3 du CNDD, Sekouba Konaté. Pour une troisième version ou la dernière version, il y avait Koplan Pivi, il y avait Sekouba Konaté, il y avait Dadis et Keleti Faro dans la salle.
Alors que Keleti Faro essayait de dire que le président sera le général Sekouba Konaté, Dadis ayant fait l'économie, lui sera le ministre de l'économie, Pivi s'élève brusquement et tape la table que non, il n'en est pas question. C'est le président Moussa Dadis qui mérite d'être président. C'est ainsi fut fait, le président Moussa Dadis Camara est devenu président. Quoi qu'il en soit, c'est le président Moussa Dadis Camara qui réussira à épingler le pouvoir. Déjà le 23 décembre 2008, on aperçoit le président Moussa Dadis Camara, dès lors méconnu du grand public, lire des articles et des notes. Il annonce la dissolution de la Constitution. Il annonce la dissolution de toutes les institutions de la République, mais aussi du gouvernement. Un nouveau vent souffle la Guinée. Une ère est commencée. C'est la présidence de Moussa Dadis Camara. Alors que le successeur constitutionnel était le président Somparé, ex-président de l'Assemblée générale, contre toute attente, celui-ci est évincé par le CNDD. Le CNDD, à sa tête, le président Moussa Dadis Camara, fait le tour de la ville de Conakry. Ils sont acclamés par le peuple comme des héros. Au premier trimestre, c'est un grand aménagement dans le pays. Camara est nommé premier ministre qui est un civil compromis. Cependant, Moussa Dadis Camara déclare publiquement que Conakry est la seule capitale au monde à ne pas être électrifiée. La seule capitale au monde qui n'a pas l'eau et l'électricité. Moussa Dadis Camara convoque publiquement jeunes, vieux, toutes les forces vives de la nation dans le but de pallier à ces problèmes d'électrification du pays à l'espace de 3 mois. Plusieurs cadres participent à cette réunion, des partis politiques également. On peut citer Sidia Touré de l'UFR, Seloudale Diallo de l'UFDG, Papa Koli Kouma, Jean-Marie Doré, ainsi de suite. Des jeunes, des pauvres, des riches, des leaders sont invités de donner leurs idées, leurs opinions dans le but de pallier très rapidement à ces problèmes. Cependant, comme par miracle, en l'espace de 3 mois, Conakry est électrifié, ou du moins à moitié électrifié. Le jeune leader n'entend pas s'arrêter là. La lutte contre la corruption est devenue le cheval de bataille du jeune leader. Vieux, jeune, pauvre, riche, blanc ou noir, personne n'échappe à sa lutte contre la corruption et tout le monde est traité au même pied d'égalité. À son arrivée, la Guinée était considérée comme une des plus grandes plaques tournantes de la drogue dans la sous-région. Dadis déclare que la drogue cause d'énormes pertes aux opérateurs économiques, mais aussi à la population guinéenne. Pourquoi j'ai décidé de la combattre pour redorer l'image de marque de mon pays, afin d'attirer les investisseurs et de rassurer les opérateurs économiques. Dadis cherche à rassurer et à convaincre les opérateurs économiques. Cependant, les interpellations se multiplient, incluant ainsi les anciens protégés de l'ancien régime autoritaire. On peut citer par exemple Ousmane Conté, fils de l'ancien président Lansana Conté, Saturnin Bangoura, le beau-frère de Lansana Conté, Kerfala Camara, ancien chef d'état-major des forces armées guinéennes. Ainsi, ces multiples arrestations des hauts cadres, des protégés de l'ancien régime, mais aussi des officiers supérieurs, valent à Dadis l'estime du peuple de Guinée, voyant en cela la volonté ferme de rompre avec la culture de l'impunité, la corruption généralisée, cultivée dans le pays depuis belle lurette. Mais Dadis est un président engagé, révolutionnaire, progressiste. D'ailleurs, il déclarera plus tard: Nous sommes des révolutionnaires progressistes, pas des révolutionnaires dictateurs. Dadis veut aller très loin. Il est très engagé dans sa lutte et il a une forte conviction que son peuple est derrière lui. La lutte contre la drogue, la corruption, les détournements des deniers publics seront médiatisés avec des procès télévisés. C'est la naissance du fameux Dadis Show. Lors de ces fameux Dadis Show, Dadis improvisera des discours et prendra des décisions au moment même de ses allocutions. Mais le plus souvent, il est applaudi par la masse. Très suivi, ces shows sont craints par les dignitaires du régime, car durant ces shows, certains sont jugés, humiliés, d'autres même destitués définitivement de leurs fonctions. Dadis Show sera également un lieu où les ministres devront rendre prochainement des comptes. Certains des procès, certains des extraits les plus médiatisés de ces Dadis Show demeurent sans doute la destitution en direct de Mamadi Touré, un cadre de la douane venu présenter ses discours, ses progrès, également ses réalisations de son département. Cependant, malgré que la douane présente un bilan positif, ce dernier sera destitué de ses fonctions. Le problème ne vient pas du résultat, plutôt le ton élevé de la douane. Mais attention, le ton que Dadis qualifie d'élevé. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans
dans les 130-140 milliards par mois. Nous vous prions de bien vouloir signer notre statut. Je crois que c'est de la démagogie que tu viens de faire. Tu es suspendu de tes fonctions. Je suis pas un démagogue. Il paraît très difficile de le dire, mais il faut l'avouer, Dadis a du mal à accepter qu'on applaudisse quelqu'un en sa présence. C'est également dans cette logique qu'il va prendre la parole et qualifier les propos de ces derniers de démagogie, mais aussi du machiavélisme. Adi Touré tentera de s'excuser pour avoir le pardon de son maître, mais contre toute attente, son pardon est refusé et est destitué en place directement à la télévision. Et ce n'est pas tout. Pachenko, diplomate russe, a eu le malheur de tomber sur un Dadis qui était fâché. Après une mauvaise attitude du diplomate russe, ce diplomate est humilié en pleurs par Dadis devant toutes les caméras et devant la population. D'ailleurs, cette humiliation a fallu la mort de Pachenko quelques jours après son retour en Russie, selon les témoignages. Un autre soir d'un Dadis chaud, c'est le diplomate et homme d'État Eric Cham et son collègue magistrat qui seront humiliés publiquement. Bref, bien qu'il existe d'autres Dadis chauds également, on va se limiter à ces trois exemples. Ces différents Dadis chauds permettent d'une part à la population guinéenne de porter une confiance inébranlable en Dadis, d'autres voient déjà en lui un guide éclairé, l'homme qui va finir avec la corruption, l'impunité qui ont mis le pays à terre. D'autre part, il fait peur aux forces vives de la nation qui voient déjà en lui un homme qu'il faut craindre, car de partout, à n'importe quelle occasion, ça pourrait être de leur tour, malgré sa volonté de vouloir nettoyer le pays. Et avant de passer, il faut signaler quand même que ces Dadis shows ont été des records et ont battu plusieurs records en termes de vues dans les différentes plateformes. Dans un monde moins médiatisé, on s'étonne qu'à cette époque, ces vidéos faisaient également déjà des 33 000 et des 100 000 vues. Très rapidement, les comparaisons se multiplient un peu partout en Afrique. D'abord, il est comparé à Thomas Sankara dû à leur ressemblance physique et leur tempérament toujours bouillant. Mais aussi au président Ahmed Sékou Touré, considéré comme l'un des plus grands panafricanistes de tous les temps, grâce à leur ton toujours haussier contre les Occidentaux, dont ils ne tardent pas de mettre à leur place dès que l'occasion se présente. Au début du second trimestre de sa présidence, il reçoit beaucoup de leaders politiques. D'abord, il reçoit le professeur Alpha Condé. Ce dernier est venu poser un problème très important. Il dit à Dadis de passer par l'audit afin d'éliminer certains candidats aux élections. Ceux qui ne savent pas, l'audit est originaire de la comptabilité et signifie à l'origine la gestion ou le contrôle de la gestion d'une comptabilité d'une entreprise. Mais cependant, dans notre terme ici, dans notre sens politique ou dans notre sens de l'histoire de Dadis ou dans un sens plus pratique, l'audit consiste à faire le bilan de la gestion des ministres et lorsqu'un problème est avéré, à les mettre soit en prison ou à les disqualifier de potentielles élections. Cependant, si cet audit a lieu, plusieurs cadres ne vont pas participer aux élections présidentielles. On peut citer ainsi par exemple des anciens ministres, des anciens premiers ministres du président Lansana Conté, en l'occurrence Sidya Touré, François Lonseni Fall, mais aussi et surtout Cellou Dalein Diallo, qui est soupçonné d'avoir tiré des fonds nécessaires, des fonds suffisants, de procéder à des détournements des fonds dans l'affaire Air Guinée. Ah, vous l'avez bien compris, Alpha Condé veut faire des malins, veut passer par des stratégies dans le but d'éliminer Cellou Dalein et les autres personnes. Et c'est là il veut impliquer Dadis. Dans les coulisses et dans l'ombre, d'autres leaders viennent également voir le président Dadis. Ils l'informent et ils tentent de le pousser à éliminer Alpha Condé. Pour cause, il a eu des problèmes avec la justice dans les années 1990. Ces personnes ne sont pas citées officiellement, mais les rumeurs font état de Cellou Dalein Diallo, de Sidya Touré, aussi de Bahouri et les autres consorts. Maintenant, face à ces différentes pressions de part et d'autre, le président Dadis semble avoir vu l'importance du pouvoir. Pour lui, si ces personnes se précipitent à vouloir s'éliminer les uns contre les autres, dans le but d'acquérir le pouvoir, c'est que le pouvoir est extrêmement important. C'est ainsi là, petit à petit, Dadis, qui au départ voulait seulement nettoyer le pays et donner le pouvoir aux civils, va vouloir se cramponner au pouvoir. Mais Dadis, il ne va appliquer ni les recommandations de l'un ni des autres. Il va d'ailleurs s'afficher publiquement que certains Guinéens veulent le monter contre d'autres Guinéens. Il qualifie cet acte de machiavélique. Cependant, Dadis reçoit des conseils de part et d'autre
des avantages du pouvoir. Le pouvoir large sur l'économie, sur la politique, mais aussi sur l'armée. Au même moment, les leaders politiques tentent de lui mettre beaucoup de pression afin de se prononcer sur son éventuelle candidature aux élections présidentielles prochaines. Dadis, il en a marre. Il déclare publiquement aux leaders politiques qu'il risque de se présenter aux élections s'il n'arrête pas de fustiger les membres du CNDD et de ternir son image. D'ailleurs, il déclare que ce soit lui ou n'importe quel membre du CNDD, ils peuvent se présenter aux différentes élections car personne n'est né militaire. Ils sont tous citoyens guinéens. C'est l'apogée du règne du président Dadis. Ainsi, à partir de là, des mouvements comme Dadis doit rester, mouvement Dadis ou la mort, ainsi que des manifestations de soutien à la candidature de Dadis voient jour. Dadis qui auparavant avait déclaré des années au plus tôt ou encore des mois au plus tôt, à chaque fois que l'occasion se présentait, qu'il ne sera pas candidat aux différentes élections, il déclare publiquement qu'il va se présenter aux différentes élections. Secrètement, il encourage et finance des organisations favorables à sa candidature. Des dignitaires du régime reçoivent tour à tour des 4x4 flambants. Tout ça pourquoi? C'est une candidature qui est en train d'être soutenue secrètement ou encore c'est un début de campagne. La distribution de ces cadeaux connaît un tel succès que le 24 août 2009, les jeunes de Massantan, à plus de 600 km de la capitale, se sont battus pour la répartition d'une enveloppe qu'ils jugent inéquitable. C'est là après le départ du numéro 3 du CNDD, en l'occurrence le général Sekouba Konaté. Face à cet état de fait, les différentes forces vives de la nation réagissent immédiatement. C'est le début de la guerre entre Dadis et les clans des forces vives. Directement est mis en place mouvement Dadis doit partir en réponse au mouvement Dadis doit rester. Après l'organisation d'une première manifestation, ce fut un succès. Mais Dadis ne tardera pas à réagir. Il interdit alors à tous les médias publics de diffuser quelconque information venant des forces vives de la nation. Sans se limiter à cela, il interdit aux opérateurs comme Celcom et Areba qui avaient servi de tremplin, qui avaient servi de canal de communication pour l'organisation de ces manifestations, d'y mettre n'importe quel message. C'est la dictature. C'en est trop. Alors que la France, les États-Unis et l'Union européenne condamnent sa candidature aux différentes élections présidentielles, il officialise à Boulbinet en septembre 2009 qu'il sera candidat officiellement aux élections présidentielles. D'ailleurs, il remet sur la table la question des audits en vue d'éliminer certains leaders. C'est le point culminant de la guerre entre Dadis et les différents opposants. Mais la réaction des leaders politiques, elle est immédiate. Face à la dictature insérée par Dadis et surtout à ses velléités de se présenter aux différentes élections, les différents leaders politiques organisent une marche pacifique à la date historique du 28 septembre 2009, date à laquelle 28 septembre, la Guinée a dit non au général de Gaulle. Voilà, vous cernez déjà l'idée, c'est comme pour dire non à la candidature de Moussa Dadis Camara. Ont décidé de manifester d'une manière ou d'une autre leur opposition au virage dictatorial du CNDD. Lundi 28 septembre 2009, dire non au CNDD, non à la dictature. Le jour du 28 septembre 2008, Dadis tente de convaincre les différents leaders politiques de renoncer à leur envie de manifester le 28 septembre. D'ailleurs, pour renforcer cette position, il décrète que ce jour sera un jour chômé, payé. Et il ne s'arrête pas là, il part jusqu'à pousser les différents religieux en vue de sensibiliser les différents leaders politiques à renoncer à leur envie de manifester. Mais finalement, ça sera un échec puisque les leaders politiques ne vont pas renoncer à leur envie de manifester. Et surtout, les jours-ci, les leaders politiques sont présents sur le terrain avec un public impressionnant qui vont se diriger au stade du 28 septembre. Pendant que les manifestants étaient dans le stade avec des slogans bandés de Dadis doit partir ou encore d'autres slogans contre le régime de Dadis, les militaires armés en civil et dans les tenues rentrent dans le stade et tirent sur la foule. Ils massacrent alors la population présente sur les lieux. Beaucoup de leaders sont battus, d'autres presque jusqu'à mort, comme le cas de Seydou Dalein Diallo, qui a été frappé, ligoté à mort. Également Jean-Marie Doré, mais échappent tous les deux miraculeusement à la mort. D'autres manifestations sont violemment réprimées. Le bilan officiel de ce massacre reste 157 morts et plusieurs personnes blessées, des centaines de femmes violées
et des portés disparus. Il y aura après ce qu'on appelle les fosses communes. Il faut signaler que lors de ces massacres, plusieurs militaires étaient présents sur les stades. D'abord des personnes très rapprochées du président Dadis comme Toumba Diakité, Kegouro ou encore Marcel Djilavodi. On peut citer notamment le cas d'autres personnes et généraux comme Begré, le cas de Makambo, etc., etc. Selon la mouvance, les massacres ont perpétré plus de 54 morts, dont la majorité aurait été tuée par bousculade. Le président Dadis Camara et les CNDD sont accusés d'avoir perpétré ces massacres sur les populations civiles. Dès lors, des sanctions sont entreprises, d'abord par l'Union africaine, la CEDEAO et l'Union européenne. On peut citer par exemple le zèle des avoirs de tous les membres du CNDD, mais aussi l'embargo est décrété contre la Guinée. Du côté de la société civile et les leaders politiques, ils déclarent maintenant non pas uniquement la non-candidature du président Dadis aux différentes élections, mais plutôt le départ de Dadis à la présidence. Face à la multiplication des pressions tant nationales qu'internationales, Dadis se retrouve submergé. Ça en est trop pour lui. Il faut finalement chercher un coupable et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Il s'aligne alors d'abord sur la responsabilité des leaders politiques pour avoir conduit les manifestants à l'abattoir et perdre le contrôle. Du fait que ces manifestants ont saccagé les lieux publics, ils ont pris des armes de guerre et se sont dirigés vers les stades. D'autre part également, il évoque des éléments incontrôlés dans l'armée. D'ailleurs, il déclare qu'aucun civil ne peut gérer les militaires à l'heure actuelle. Et pour cause, eux-mêmes ils ont des problèmes à diriger ces militaires. Au sein du CNDD et les militaires, c'est la méfiance totale, car chacun essaie d'éviter au maximum d'être considéré comme le principal numéro 1 des massacres perpétrés sur les citoyens civils. Au sein de cette même armée, les arrestations arbitraires commencent entre les différentes personnes qui s'étaient présentées au stade lors des massacres du 28 septembre. Mais avant d'attaquer d'abord la suite du président Dadis, parlons de sa vie privée durant son règne. Pour ce qui est de sa vie privée, on raconte secrètement que Dadis vit une vie de luxe derrière les caméras, alors qu'il a refusé de s'installer au palais Sékou Touria, normalement palais où le président doit siéger. Il reste au camp Alpha Yaya. Pour lui, il veut être proche de la population, mais aussi de l'armée. Sauf qu'il a installé sa famille dans une villa qui coûterait près de 3,5 milliards de francs guinéens. Son fils adoptif est envoyé au Canada pour y poursuivre les études universitaires. Et sa proche famille, elle, se rend régulièrement au Maroc. On raconte également que c'est un président qui a beaucoup de conquêtes féminines. D'ailleurs, à ses propos, il déclarera plus tard: je peux avoir une copine parce que je suis un homme, mais je ne détrompe pas la femme d'autrui. Les hommes de la troupe peuvent en témoigner. Demandez-leur aisément. Depuis la prise du pouvoir, je ne mets pas les pieds quelque part sans qu'ils ne les cherchent. Vous l'avez bien compris, il suit les filles, mais jamais les femmes mariées. C'est aussi un homme qui aime les alcools forts, mais aussi un goût très prononcé pour la bière. Selon les rumeurs, il s'est fait entourer aussi par ses proches. Il a d'ailleurs fait un recrutement dont la majorité viendrait de la région de Guinée forestière, région originaire de Dadis. C'est ce dernier fléau, accompagné de la recherche d'éventuels auteurs et co-auteurs des événements du 28 septembre, qui va mener Dadis à sa chute. La tentative d'assassinat ou l'événement du camp Koundara. Nous voilà en décembre 2009. Les tensions entre les membres du CNDD a atteint un niveau impressionnant. Le 3 décembre 2009, Makambo, un des gardes rapprochés de Dadis, arrête quelques éléments de Begré sur les fameux événements du 28 septembre. Aussitôt Toumba Diakité est informé. Il se rend alors à la gendarmerie et libère ses hommes puis se retranche au camp Koundara. Dadis aussi à son tour informé de la libération faite par Toumba Diakité. Puis il saute dans sa voiture avec ses gardes rapprochés et se rend au camp Koundara où est retranché Toumba Diakité. Une discussion éclate entre Dadis et son garde du corps Toumba Diakité. Cependant, selon les témoignages, alors que Dadis essaie d'arranger le béret rouge de Toumba Diakité, celui-ci le feinte puis lèche une gâchette sur la tête du président Dadis. Dadis alors tombe miraculeusement comme un mort. Il est pris en charge par son garde du corps Mansari. Et à travers l'aide de certains gardes du corps, il réussit à exfiltrer Dadis du lieu et il est conduit à l'urgence à l'hôpital. Cependant, sur les lieux du drame, une guerre éclate entre Toumba Diakité et Makambo. Toumba, après quelques temps, réussit à maîtriser Makambo, puis l'exécute. Il prend alors la fuite. Alors que Dadis, lui, il est plutôt envoyé à l'hôpital avec des délégations de la part de Blaise Compaoré et avec l'aide notamment d'Abdoulaye Wade. Un avion médical se présente en Guinée et prend alors Dadis et Kegouro. Kegouro également blessé lors des suites de ces événements. Ils se rendent alors dans un avion au Maroc, direction Kénitra à l'hôpital militaire, où Dadis et Kegouro seront finalement sauvés de la mort. Pendant ce temps en Guinée, c'est le numéro 3 du CNDD, El Tigre,
ou Sekouba Konaté qui s'empare du pouvoir. Après quelques jours de traitement, Dadis est remis en bonne santé. Il déclare alors vouloir rentrer dans son pays. Mais cependant, l'Union européenne et les USA s'opposent. Ils veulent maintenir Dadis au Maroc pour éviter toute guerre civile en Guinée. Même problème surgit, créant l'état de situation avec la folie qu'ils considèrent de Dadis. Eux aussi ne veulent pas les Marocains, c'est-à-dire, en l'occurrence le roi du Maroc, garder Dadis pour de longtemps. Après le refus du Maroc, le Congo est appelé pour pouvoir accueillir Dadis. Mais eux aussi, ils refusent. Ouais, vous l'avez bien compris, personne ne veut retenir Dadis. La grande surprise, le Maroc débarque un avion direction Ouagadougou. Blaise Compaoré, lui plutôt, il ne sera averti que lorsque l'avion fait le départ. Le ministère des Affaires étrangères marocain rassure Dadis et tout son cortège, également le président du Burkina Faso, que Dadis ne peut pas rester au Maroc, mais plutôt, eux feront tout le nécessaire pour que Dadis se sente bien à Ouagadougou. D'ailleurs, il a affirmé une célèbre citation que je vais vous citer maintenant. Dadis ne peut pas venir au Maroc, mais le Maroc plutôt va venir à Dadis. Comme pour dire, Dadis ne peut pas rester dans leur territoire, mais eux plutôt, ils feront le nécessaire pour que Dadis se sente très bien à Ouagadougou. Pendant le 15 janvier 2010, un accord est signé entre Blaise Compaoré, Sekouba Konaté et le président Dadis. C'est le fameux accord de Ouagadougou. Mais bien avant cet accord, il y a des opposants qui se sont opposés au régime de Sekouba Konaté. Cependant, eux voulaient le retour immédiat du président Dadis. Mais une fois au Burkina Faso, le président Sekouba Konaté les rassure. Vous voulez semer la guerre civile en Guinée? Vous savez qu'on n'a plus de popularité en Guinée. Nous allons organiser les élections ou bien moi je vais me retirer. Donc c'est grâce à cette peur que finalement les accords de Ouagadougou seront signés. Ce qui nous conduira finalement à parler de l'exil de Moussa Dadis Camara à Ouagadougou. Avant de parler de cet exil, il sera très judicieux de faire un bilan de la gestion de Dadis et de son impact sur sa vie personnelle. Son arrivée au pouvoir, la Guinée était considérée comme le 173e pays le moins avancé au monde. Et tous les pays qu'il dépassait étaient minés par la guerre. Alors, qu'est-ce qui expliquait cet énorme retard de la Guinée? La corruption. On en parlait en début de la vidéo. Le laisser-aller avait paralysé le secteur public guinéen. Force est de savoir que Dadis avait réussi à diminuer considérablement le taux de corruption, voire même disparu. La Guinée était la plaque tournante de la drogue dans toute la sous-région. Avec comme bras droit Kérgoro, il mène une lutte sans merci face à ces narcotrafiquants qu'il a fallu le prix de l'Oscar du mérite et du courage le 11 juin 2009 par la CIMA, Conseil international des managis africains, à Paris. Il est vu par le public guinéen comme un guide, un révolutionnaire progressiste pour la majorité et comme un populiste, un mégalomane, un dictateur pour le reste de la population. En majorité, les leaders politiques et les organisations internationales. Le 15 janvier 2010, Dadis apparaît à la télé avec une voix très basse, lisant un discours. C'est le fameux accord de Ouagadougou et son acceptation de céder le pouvoir au président Sekouba Konaté. Il sera alors reçu à Ouagadougou, dans le quartier chic de Ouagadougou. Il y passera sa convalescence qui va se passer plutôt bien, alors qu'en Guinée, tout est sous le contrôle de Sekouba Konaté qui assure la présidence aux côtés de Jean-Marie Doré, premier ministre issu des forces vives de la nation. La tâche sera répartie comme suit. El Tigre, Sekouba Konaté va s'occuper de la restructuration de l'armée, alors que Jean-Marie Doré, lui, il va conduire la politique du gouvernement afin de mener le pays vers les élections libres, crédibles et transparentes, à laquelle aucun membre du gouvernement ni du CNDD ne va participer à ces élections. Il fut un succès. Les élections auront finalement lieu respectivement le 27 juin 2010 et le 7 novembre 2010, qui voit Alpha Condé remporter avec 52,52% des voix contre celui d'Alain Diallo, 47,48% des voix. Cependant, retenez que ces élections font partie des élections les plus contestées parmi l'histoire guinéenne. Ainsi, les vents de la démocratie soufflent pour la première fois et pour de vrai en Guinée. Pendant ce temps, Dadis continue sa vie au Burkina Faso jusqu'un jour il apparaît dans une télé d'Africab, dans un journal officiel et une interview diffusée en direct où il affirme sa bonne foi mais qu'il n'a pas été compris par la population guinéenne. En août 2010, Moussa Dadis Camara se convertit au christianisme. Il prend alors le nom de Moïse en remplacement au nom Moussa. Malheureusement, le 16 août 2010, il reçoit une triste nouvelle. Son fils adoptif, qui était parti étudier au Canada, rend l'âme. Il est retrouvé mort auprès d'une piscine à Montréal. Alors que beaucoup de théories émettent une théorie de complot
sur le président Dadis dont aurait été victime son fils. Une autopsie vient confirmer que son fils serait mort d'une mort naturelle. Par ailleurs, le 3 avril 2013, un autre drame frappe Moussa Dadis. Le temps s'arrête, sa maman vient de rendre l'âme. Alors qu'elle était hospitalisée au Maroc, sa maman avait 103 ans lorsqu'elle rendait l'âme. Dadis s'est rendu immédiatement au Maroc où il sera reçu notamment par le roi du Maroc avec tous les prestiges d'un président. Il se rendra en Guinée le 13 avril 2013 pour prendre part aux obsèques de sa mère, entouré d'un vaste dispositif sécuritaire dont les chefs d'état-major burkinabé. Il profite pour visiter la tombe de Makambo avant de se retourner à Ouagadougou. En mars 2015, les femmes manifestent en Zérékoré pour le retour de Moussa Dadis Camara. Ce mouvement permet à Dadis de se pencher sur la question d'une éventuelle vie politique dans le futur. Mais avant de parler de cette vie politique, rappelons d'abord qu'en 2014, un vent secoue le Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré est chassé au pouvoir après plusieurs années de règne. Le nouveau président déclare alors la situation du président Dadis n'est pas compromis. C'est-à-dire, la situation, le problème reste d'abord les problèmes internes, car la situation Dadis n'est pas une priorité. Au lendemain des manifestations en faveur d'un retour de Dadis au Bercail, Moussa Dadis Camara est tenté par une vie politique. Il renonce alors à l'armée guinéenne en avril 2015. Puis le mois de mai, le Parti des forces patriotiques pour la démocratie et le développement désigne Moussa Dadis Camara comme président du parti et annonce qu'il sera candidat aux élections présidentielles prévues en octobre 2015. Dadis déclare comme motion de campagne « Les souffrances ont trop duré en Guinée », que son parti politique représente toutes les confessions, toutes les religions et toutes les ethnies de la République. En politique, il n'y a pas d'amitié commune, mais plutôt des intérêts communs. Maxime suffisant pour légitimer d'une part l'union entre les forces démocratiques de Guinée et Dadis, c'est-à-dire Cellou Dalein Diallo et Moussa Dadis Camara. Les deux ont pour ambition de bloquer le professeur Alpha Condé de briguer un second mandat. Incroyable mais vrai. Alors qu'il y a de cela 6 ans, les soldats de Dadis tiraient sur les camarades de Cellou Dalein et attentaient même à la vie de Cellou Dalein lui-même. Rien n'y fait, mine de rien, c'est la politique. Si l'union entre les deux protagonistes demeure valable, les chefs de la junte doivent venir sur le terrain pour battre campagne. En août 2015, le président Moussa Dadis Camara s'envole dans un avion direction la Guinée en compagnie de son avocat, Maître Zoukame Haba. Mais étant informé, Alpha Condé appelle d'urgence son ami Alassane Ouattara pour lui dire d'empêcher que l'avion descende sur son territoire. L'avion qui devait faire escale à Abidjan est dérouté et finalement il tombera à Accra. Dadis comprenant cela, il tente de tout faire, mais en vain. Il doit se retourner à la case de départ. Son avocat menace de porter plainte pour mise en danger de la vie d'une personne. L'élection présidentielle aura finalement lieu et le président Alpha Condé est élu président de la République pour la 2e fois consécutive devant Cellou Dalein Diallo, allié de Moussa Dadis Camara. En octobre 2016, Moussa Dadis Camara quitte son parti politique alors que les législatives sont à l'horizon. Il évoque les raisons personnelles et précise qu'il renonce à toute activité politique avec ce parti. En 2019, il reçoit les grandes gueules à Ouagadougou, radio la plus influente du pays à l'époque, qui lui questionne sur plusieurs points. On peut citer notamment sa prise du pouvoir, les massacres du 28 septembre, sa relation avec son ex-ami Sekouba Konaté et surtout les points saillants, sa position par rapport à l'éventuelle modification de la constitution par le président Alpha Condé. Et Dadis semble bien conscient puisqu'il va répondre: Je m'abstiens de prendre position. Non constitution ou pas constitution, je n'en sais rien, je ne connais pas. Quoi qu'il en soit, Alpha Condé finalement va modifier la constitution et va se présenter aux élections qu'il va remporter après surtout plusieurs controverses et plusieurs émeutes. Le 5 septembre 2021 marque un tournant décisif dans l'histoire de la Guinée, mais aussi dans celle de Dadis. Après le 3e mandat très controversé du professeur Alpha Condé, le pays connaît de fortes tensions sociopolitiques. Ces tensions favorisent un putsch à sa tête, Mamadi Doumbouya, légionnaire guinéo-français, à la tête d'une élite armée guinéenne appelée les forces spéciales. La nouvelle junte autorise les présidents Dadis Camara et Sekouba Konaté à rentrer au pays en évoquant les motifs
humanitaire. Le 22 décembre 2021, Moussa Dadis Camara rentre en Guinée avec la Bible et le Coran à la main. En référence à sa mise en examen pour les événements du 28 septembre, il évoque se mettre à la disposition de la justice, car pour lui, nul n'est au-dessus de la loi. Il sera reçu par le président de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, en compagnie de son ex-ami Sekouba Konaté. Une paix, ou du moins une tentative de paix, est tentée entre les deux. Le nouveau président alors les invite à enterrer l'âge de la guerre. Mais cela ne sera que d'une courte durée, car Moussa Dadis va briser le silence lors de son audition au procès des massacres du 28 septembre. À la veille du procès des événements du 28 septembre, Moussa Dadis Camara est mis sous mandat de dépôt et déféré à la maison centrale. Il doit rester en prison le temps du procès car leur demande de mise en liberté provisoire a été rejetée. Il rejoint alors Toumba Diakité. Lors de l'audition de Toumba Diakité, son ex-garde du corps, il charge Dadis au point de remettre en cause sa réputation et sa crédibilité. Il évoque surtout une théorie de complot que Dadis aurait menée pour tenter de le sacrifier. Il déclare haut et fort que les événements du 28 septembre auraient été préparés, complimentés par Dadis dans le but de se maintenir au pouvoir. Le 5 décembre 2022, Moussa Dadis Camara est appelé à la barre pour témoigner dans le cadre des événements du 28 septembre, mais il explique être souffrant. Ses avocats indiquent qu'il souffre d'une grippe aiguë et d'un paludisme qui l'affaiblissent. Le président du tribunal a accepté de lui accorder un délai d'1 semaine avant de l'attendre à nouveau. Une semaine plus tard, il se présente au tribunal pour se défendre et présente en bloc, niant toute responsabilité des événements du 28 septembre et évoque d'emblée un complot contre sa personne. Le 13 décembre, lors de sa deuxième comparution, il est victime d'une dysphonie l'empêchant de s'exprimer, ce qui pousse le juge à repousser de nouveau son audience. De retour à l'audience du 19 décembre, il reste sur la même ligne de défense. Il évoque tout encore une théorie de complot dont le commanditaire aurait été Alpha Condé avec Sekouba Konaté et l'exécutant Toumba Diakité. Il évoque même que les jours du drame, il aurait été forcé par son aide de camp Toumba Diakité à rester dans la chambre alors que ce dernier s'est rendu dans le stade pour commettre ces événements atroces sur la population civile. Il affirme également que seuls ses ministres ont la responsabilité des événements dont lui, il n'avait pas connaissance. Peu à peu, il perd son calme au fil de l'audience et il s'énerve lorsqu'une procureure qualifie son régime de dictature. Il est question de la partie civile, notamment du maître DSBA, maître Dadis, dans tous ses états. Début janvier 2023, il maintient un comportement agacé face à la cour qui l'interroge tout en affichant ouvertement son impatience. Si Dadis avait nombreux fans à travers le monde dû à son passage à la magistrature suprême du pays, en l'occurrence la Guinée, certains le considèrent comme progressiste, un révolutionnaire sans fin, un populiste prêt à tout pour son peuple. Aujourd'hui, force est de constater que cela n'est plus maintenant qu'une histoire. À travers le passage de son aide de camp Toumba Diakité, mais aussi de lui-même, de nombreuses révélations, mais aussi le fait des avocats a fait chuter sa cote de popularité et a terni son image. Au point qu'on se demande aujourd'hui, est-ce qu'un jour Dadis pourrait revenir sur la scène politique nationale ou internationale? D'abord, le passage de son aide de camp Toumba Diakité qui a montré qu'il voulait s'éterniser au pouvoir, coûte que coûte, vaille que vaille, et cela il était prêt à tout. Ethnocentrisme, massacre de la population, tout pour garder le pouvoir. Pire, qu'il a voulu même le sacrifier, lui qui l'a pourtant aidé à prendre le pouvoir. Quant à lui, il a prouvé à l'opinion nationale et internationale que sa patience était limitée, car il n'a su se contenir face aux questions des avocats, mais aussi de tout le corps magistral. Mais aussi, il faudra préciser que ce procès l'a permis de présenter sa position de victime des événements du 28 septembre. Il affirme d'ailleurs que les commanditaires et les bourreaux sont respectivement Toumba Diakité, Alpha Condé et Sekouba Konaté. L'histoire de Dadis, c'est l'histoire de quelqu'un qui est passé d'héros national à panafricaniste, qui par ses ambitions démesurées, par ses stratégies erronées, a conduit son pays vers l'un des pires scénarios de toute l'histoire. L'histoire de Dadis, c'est l'histoire entre deux amis qui sont devenus des frères avant de terminer en ennemis jurés. C'était l'histoire de Dadis Camara. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Validus. Validus, c'est une plateforme d'investissement. À la fin du mois, vous percevez votre salaire, vous voulez épargner de l'argent. Donc au lieu de mettre l'argent dans la banque par exemple, que ça reste comme ça, Validus vous donne la chance de réinvestir l'argent là
en fait que ça fluctue de plus. Ce que moi j'aime surtout, c'est l'affiliation. C'est que vous en parlez à vos proches, eux aussi ils investissent là-dedans. Vous aussi vous gagnez, c'est-à-dire c'est une sorte de commission. Vous savez, moi je suis boursier de l'État guinéen, mais vous savez, attendre les bourses à chaque fois qui retardent, c'est très difficile. C'est pourquoi personnellement j'ai investi dedans. Avant que les bourses ne viennent, rassurez-vous, moi j'ai déjà ce que je gagne à la fin de chaque mois pour payer mes loyers et arrondir mes factures. Donc vous aussi, vous pouvez tenter votre chance, n'hésitez pas, je vais mettre tous les liens en description. Yo, salut les gars, on tous enfin à la fin de cette vidéo. Grand était le plaisir pour moi de vous l'avoir servi. Surtout dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi ça m'a transporté vers une histoire de la Guinée, de toute l'Afrique. Bref, dans une histoire que j'ai vraiment kiffé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et aussi abonnez-vous pour la suite des histoires. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis ouvert à toute proposition. Dites-moi les propositions d'histoire dans l'espace. Et aussi en parlant des Dadis, vous savez, il y a un nom qui revient très souvent, c'est celui de Toumba Diakité, celui qui a tiré sur lui au camp Makambo. Je vous ai raconté aussi son histoire. Vous cliquez juste à côté ici, la vidéo va s'afficher. Et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous car c'est toujours important.